Bon, eh bien, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été patient. J'ai en partie la responsabilité d'une mauvaise évaluation de ce qui allait se passer ce soir. Je vous dis tout comme ça s'est présenté. Nous sommes coutumiers chez les Insoumis, et pour ma part, dans ma longue tradition militante, de conférences. C'est-à-dire que dans les moments clés de notre histoire commune, on prend le temps de réfléchir, de mettre noir sur blanc, et puis on se réunit et on transmet de cette manière-là une expérience, sa mise en mots, sa théorisation. Et bon, alors moi, ils m'ont dit oui parce que ça devait... J'avais besoin de ce moment. Et puis alors j'ai dit, bah, qui on convoque? Bah, tous les cadres. Voilà. Qui c'est qui est cadre chez les Insoumis? On ne sait pas trop. C'est un peu tout le monde. Et puis surtout, il y a qu'une bonne partie d'entre eux sont ce soir en réunion un peu partout. Et quand on a ouvert la liste des inscriptions, tout d'un coup, pchouf, il y avait vraiment beaucoup de monde qui s'inscrivait. Donc je commence par m'excuser auprès de ceux à qui on a dû dire bah, on ne peut pas vous accueillir, on est désolé. Et puis à vous, je vous remercie d'avoir accepté d'être partagé entre deux salles parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc j'ai décidé que j'ouvrais ici et que je continuais là-bas pour la raison suivante, c'est que c'est là-bas que sont installées les principales caméras qui permettent de m'enregistrer pour faire profiter d'autres amis ensuite. Alors, donc voilà, ce que n'est pas à ce moment, ce n'est pas un meeting. Alors je sais que des fois, moi, je peux me laisser emporter. Surtout, ne me poussez pas à l'erreur, en accompagnant ça de cris ou d'acclamations bon, qui vont perturber et rallonger le truc. C'est une conférence. Alors, ça n'engage que mon point de vue. Enfin, un peu plus, parce que c'est l'analyse de plusieurs d'entre nous. On a essayé de faire le bilan à plusieurs, qui sommes expérimentés, qui pouvons comparer, qui avons examiné les cartes électorales pour poser le poids de ce que j'avais à dire ce soir. Mais ce n'est pas, je ne viens pas là faire le prophète, ou je ne sais quoi, ou vous lire les nouvelles lois qu'on aurait établies, non, ni donner des consignes. Par contre, ce que j'espère, c'est que tout ce que je vais dire ce soir puisse vous servir à construire par vous-même et pour vous-même une opinion informée, construite, documentée, et j'espère donner le goût à chacun d'aller encore chercher des vérifications, des arguments, parce que nous ne pouvons être forts que collectivement, et nous ne sommes forts que si nous sommes conscients, éduqués, et si nous maîtrisons nos décisions par des raisonnements. Et le raisonnement nécessite évidemment l'application du doute méthodique. Il faut douter de tout pour réfléchir et construire ce qu'on a à dire. Alors, bon, il n'y aura pas d'incident technique, il n'y a pas de Larsen ce soir, je n'en reviens pas. On a des problèmes avec la technique ces temps-ci parce que, comme vous avez vu hier soir, impossible de faire marcher la machine de l'hologramme, donc je n'ai pas pu y aller. Et bah, oui, alors ils ont hésité, est-ce qu'ils allaient jouer à chat perché? Finalement, ils ont fait un Scrabble assez ennuyeux, qui a duré toute la soirée, on n'a pas toujours très bien compris tout. Mais bon, voilà, alors c'est comme ça. Le débat d'hier, je l'ai trouvé douloureux. Je veux dire, si on aime ce pays, si on aime ses idées, c'est douloureux. Si on s'en fout, si on regarde ça juste du point de vue de... Ça existe aussi, hein, de la lutte politique, bon, on ne peut pas dire qu'on soit ressorti de la soirée d'hier affaibli. Hein. Mais quand même, pour nous, quoi, pour nous tous, pour la dignité de notre pays, pour ceux à quoi on croit, bon, alors une soirée où on parle d'international, pas un mot sur l'Afrique, où on a pourtant un engagement militaire, et dont on est en train de se retirer assez piteusement, pas un mot sur le nouvel ordre géopolitique du monde, pas un mot sur la prise à revers de toutes les stratégies militaires par l'agression russe en Ukraine, de toutes les puissances du continent, rien de tout ça, pas un mot sur les gros dossiers brûlants qui arrivent, pas la répétition sempiternelle de vous avez emprunté de l'argent je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, toutes ces sottises. Bon, sur l'eau, la crise de l'eau est commencée, c'est pas faute d'avoir annoncé sur tous les tons que ça allait être une des grandes questions qui arrivait devant nous, elle est commencée en France. J'ai donné l'exemple l'autre soir, peut-être l'avez-vous entendu sur BFM, déjà 12, 13, 14 communes sur le premier plateau du Jura, qui est une région que je connais mieux que d'autres et que j'affectionne, où on ne peut plus boire l'eau qu'il y a là, parce qu'elle est remplie des dérivés des pesticides. C'est-à-dire on ne parle même plus de la contamination par les pesticides, on parle de la contamination par les dérivés des pesticides, donc sur lesquels il n'y a pratiquement aucune recherche de fait. Donc nous allons au-devant de situations d'empoisonnement collectif que personne ne maîtrise. Voilà, pas une seconde à parler de ça, ni des conséquences que ça va avoir pour tous nos voisins.
notamment dans le Maghreb, la période de sécheresse et de manque d'eau, qui fait que les récoltes risquent d'être terribles et que nous allons, là, aller au-devant d'une crise sociale. De même, pas un mot sur les zoonoses, pas un mot sur la malbouffe, pas un mot sur les Outre-mer, quand même, qui sont en pleine crise, qui ont fait un vote qui devrait être entendu comme un immense cri de protestation. Si dans les Caraïbes notamment, mais aussi en Guyane, dès le premier tour nous donne la majorité absolue. C'est un signal. Je n'ai pas la vanité de croire que c'est ma personne qui déclenche une crise d'amour telle qu'on vote pour moi et on m'élit au premier tour. Je sais très bien que c'est une protestation politique et sociale. Rien, pas un mot là-dessus. J'en passe et des meilleurs. On parle des féminicides, mais on ne dit pas un mot sur le milliard qu'il faut là. À quoi ça sert d'en parler si ça n'est pas pour essayer d'évoquer des solutions ou les confronter? Donc j'ai trouvé tout ça très pénible pour ma part. Alors, évidemment, on a un petit peu changé les données politiques du problème depuis mon intervention à BFM et le fait que nous sommes entrés en campagne pour le 3e tour. Alors on va en parler, hein, mais oui, mais d'accord, mais avant il y a un 2e tour et c'est pas une formalité. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une formalité. Cependant, je ne peux m'exprimer que dans la responsabilité qui m'a été confiée. Et c'est d'abord elle que je dois protéger en toutes circonstances. Je vois bien d'ailleurs que le ton monte entre vous quand je lis sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux sur quel ton les uns peuvent parler avec les autres alors qu'on a eu le même vote à l'élection présidentielle. Moi, je vous invite en toutes circonstances à ne pas entrer dans ce type d'excès, parce qu'à la fin, on ne peut plus se parler. Si dès qu'on échange 3 mots, tout le monde crie, ça ne va pas. Il faut essayer de raisonner, d'argumenter, puis après, advienne que pourra. Faites comme moi, comptez sur l'intelligence des autres, et vous ne tordrez les bras à personne parce que vous criez plus fort. Entre amis, c'est exactement comme en famille. Hein. Donc, moi, je dois tenir compte d'une chose. Mon devoir, par-dessus tout, est d'exprimer politiquement les 7,7 700 000 personnes qui ont fait le choix du bulletin de vote l'avenir en commun pour l'élection présidentielle. Parce que nous sommes passés au 3e tour. On ne peut pas arriver dans le 3e tour après s'être pouillés comme des sauvages et s'être traités de tous les noms, parce qu'on a 0 chance d'y arriver. Par conséquent, comme tout est projeté vers cet objectif, qui est un objectif de victoire, pas de témoignage, de victoire, c'est ce qui nous distinguera toujours de tous les petits regroupements, sectes, même les plus intéressantes. Nous nous battons pour gagner, pour transformer réellement le monde, pas simplement en parler. Et je vous demande d'y réfléchir en pensant à la signification de la souffrance de ceux qui pleuraient dimanche soir. Bien sûr, il y a l'émotion d'une circonstance, comme un vote, bien sûr. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes des personnes engagées, nous le sommes tellement que cet engagement politique représente dans notre vie personnelle, comme individu, quelque chose de très important. La politique n'est pas une distraction pour nous, ni un à côté. Elle est pleinement partie prenante de notre construction comme être humain. Et ce n'est pas pour rire quand nous disons, comme le Tché, que jusqu'au dernier humilié au fond du monde, tant qu'il sera humilié, je ne serai pas libre. C'est vrai, on le ressent comme ça. Alors ça fait de nous des gens un peu singuliers, on le sait bien. Mais voilà, on est comme ça. Donc je comprends que tout ça soit... Il n'y avait pas que ça. Le nombre de gens qui sont venus aussi nous parler et nous dire alors, je vais travailler 3 ans de plus, j'en peux plus. Ceux qui sont venus nous dire, mais moi, j'y comptais quand même, le minimum à 1 000 €. Ceux qui sont venus nous dire, mais moi, je ne sais pas si la rentrée prochaine, je pourrais être repris dans mon service ou dans l'enseignement parce que je suis un contractuel. 800 000 personnes comme ça. Une élection, ce n'est pas un jeu. Et la bataille sociale n'est jamais un jeu. Parce qu'il y a toujours sur la table du vécu, de l'impatience à vivre. C'est ça que nous incarnons dans l'histoire. Et tout à l'heure, je vous montrerai avec les cartes pourquoi. Nous sommes le camp des pauvres, des humiliés, de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui n'ont qu'une seule force, leur force collective. Et en plus, ils ne s'en servent pas combien de fois. Mais c'est comme ça. Alors, tout ça, ça surcharge que nous avons à faire. Et nous sommes surplombés par le devoir d'agir à bon escient et d'atteler nos forces dans le bon sens. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre en nous disputant à la commande des autres. Et moi, ils peuvent me tordre les bras tant qu'ils voudront, je n'en dirai pas plus que ce que j'ai déjà dit. Parce que ce qui m'importe, ça n'est pas de leur faire plaisir ou d'être bien vus dans les beaux salons, c'est que les nôtres restent groupés et unis, qu'ils aillent voter comme ils veulent, ils savent ce qu'ils ont à faire.
Ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main, ni qu'on leur tienne mieux de conscience. Moi, je sais ce que je ferai. Mais si quelqu'un ne fait pas comme moi, ou un autre va faire autrement, je lui garde intact mon respect, mon amitié, mon estime. Au combat, il n'y a que ça qui compte. Alors, maintenant, j'ai un message à vous passer, que j'ai appris des autres. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. L'analyse d'une élection est toujours un enjeu idéologique. Ne croyez pas que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On fait parler les chiffres. Et pour peu qu'on vous répète avec assez de constance la même chose, on peut finir par croire que cette chanson exprime une réalité. Alors j'ai eu assez à en souffrir. Maintenant, il suffit de dire ses positions sur la Russie et sur l'Ukraine. Oui, lesquelles? Non, mais je veux bien en parler, mais lesquelles? Mais c'est un refrain. Et vous avez vu comment, dans les 5 années passées, nous avons eu à souffrir de refrains qu'il a fallu démonter. Et d'ailleurs, on n'y est pas arrivé tout le temps. C'est ça la force de la calomnie. C'est qu'elle laisse toujours une trace. Il en reste un petit quelque chose, toujours quelque part, un petit doute. Et donc, compte tenu de mes positions russes, vous avez entendu l'autre soir et vos positions, vous ne croyez pas que... Ah bon? Vous me reprochez d'avoir soutenu le peuple ukrainien? Ah non, c'est pas ça que vous voulez dire? Ben alors dites-le. Bref, les chiffres du résultat, je vais en parler dans un instant. Ils valent ce que vous en comprenez, et suivant ce que vous mettez en rapport l'un avec l'autre. Par exemple, sur le fameux vote utile. Bon, je pense que je vois quelques sourires, que vous avez déjà une idée sur la question. Bref, mais ce que je veux vous dire comme leçon à retenir, l'enjeu idéologique de la lecture d'une élection, et d'une manière générale, de la place de la théorie. Pour ma part, je ne veux pas qu'on croie que notre campagne était seulement une bonne campagne de communication. C'était une bonne campagne de communication. C'était même la meilleure, à condition qu'on pense que les autres faisaient campagne, ce dont je ne me suis pas toujours aperçu. Mais c'était une très bonne campagne. Le travail qui a été accompli a été magnifique. Il y avait les bons slogans au bon moment, les bonnes offensives au bon moment. Mais je veux que vous sachiez, peut-être que c'est présomptueux de ma part, que nous avons toujours agi, et depuis le premier jour, en pensant sur la base d'une théorie et de l'analyse de la société, qui pour nous s'appelle la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Et que personne ne s'y trompe sur ce que nous sommes, qui nous rend peut-être un peu distants des autres, mais pourquoi pas? Après tout, chacun a droit à ses distinctions. Nous sommes le mouvement de la révolution citoyenne, telle qu'elle est en cours dans le monde entier, dans des tas de sociétés qui ne ressemblent pas aux révolutions du passé, mais qui sont des révolutions de reprise du contrôle de sa propre vie, qui va des questions sociales, aux questions écologiques, ou aux questions existentielles et humanistes. La révolution féministe est pleinement partie prenante de la révolution citoyenne. Peut-être en est elle-même la forme la plus avancée, puisque c'est elle qui exprime le mieux la synthèse entre les revendications sociales, environnementales et les revendications individuelles de la politique. Et c'est au nom de tout ça que nous avons travaillé de cette façon-là et pas d'une autre. C'est au nom d'une analyse de l'état de la crise de notre politique de notre pays que nous avons agi comme ceci, plutôt que comme cela, que nous avons refusé d'entrer dans certaines logiques pour en choisir d'autres. C'est le raisonnement théorique qui permet le raisonnement stratégique et les conclusions tactiques. C'est, si vous voulez, qu'on cite quelques grands noms pour que ça fasse bien verbeux comme il faut quand on a prononcé des paroles définitives. Hein. Alors c'est Kant qui dit ça. La théorie sans la pratique est absurde. Le philosophe, hein, Kant, Emmanuel Kant. Vous n'êtes pas obligé de connaître, hein, c'est pas grave, mais bon, vous le marquez, Kant, bon. Mais dit-il, la pratique sans la théorie est aveugle. Nous ne pouvons pas agir d'une manière conséquente par rapport à nos objectifs si nous n'avons pas une compréhension théorique claire du monde dans lequel nous vivons, de ce qui le met en mouvement, des principes auto-organisateurs qui vont faire que les sociétés vont d'un côté ou de l'autre, et qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a ici de si jeunes têtes dans cette salle. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été bien élevés, c'est déjà pas mal.
Mais oui, mais je vois des choses. Je vais finir là-dessus, sinon je fais toute la conférence ici et on parle d'autre chose. Je suis en train de faire une collection très particulière. Quand j'étais un très jeune homme, bon, j'étais pas comme tout le monde, mais j'étais pas le seul. Hein. Dans ma génération, un monstre, c'était un gamin qui, à 14 ans, se mettait à faire de la politique. C'était 14 ans, un monstre. Aujourd'hui, moi, je reçois des lettres et je rencontre des jeunes gens qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans et qui m'écrivent de la politique, dont un qui me traite de modéré, ce qui me plaît que moyennement. Mais bon, on discute. Et c'est un signal. Il se passe quelque chose dans notre société. Pourquoi croirait-on que quelqu'un qui s'éveille à la vie, qui commence à la comprendre, passerait à côté de la crise écologique? Pourquoi ne comprendrait-il pas que la vie elle-même est menacée d'extinction du fait d'un système social et économique? Donc oui, il se passe quelque chose. Et ce que nous sommes en train de vivre est juste une étape dedans. J'ai dit l'autre soir à la télé, je termine là-dessus pour cet instant, je ne confondrai jamais mon sort personnel avec celui de la cause que nous défendons. J'ai donné l'exemple d'un bon camarade, de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup souffert dans le combat, quoi qu'il soit bien jeune. Et il me dit, l'Espagne est fatiguée de toutes ces luttes. Je lui dis, non, c'est toi qui es fatigué. Et je comprends que tu sois fatigué. Mais l'Espagne, c'est comme la rivière. Tu peux toujours croire qu'elle est fatiguée de couler, retire tes mains, tu vas voir qu'elle continue sans toi. Eh bien, de même, moi, je peux, à un moment donné, dire je suis tellement fatigué. En fait, pour être franc avec vous, pas du tout. Et puis, il n'y a rien qui me remet plus d'aplomb que d'être dans l'engagement et la bataille. J'ai vu que ça commençait à inquiéter. J'ai lu dans le journal Le Monde, dont je veux saluer la majorité des lecteurs qui votent pour nous, en dépit de ce qui est écrit dans Le Monde, que je me projetais dans une longue vie politique. Ne vous inquiétez pas, ça finira par s'arrêter. Mais ce n'est pas maintenant. Voilà, à tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci, merci. Juste un peu, alors. Bon, je pense que vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vous remercie de l'accueil que vous me faites. Ne croyez pas une seule seconde que ça ne me fait rien. Ça me fait beaucoup. Du coup, je me demande si on ne devait pas faire plusieurs salles à chaque fois. Hein. Bon, alors, vous m'avez entendu, et je ne me répète pas, et je vais entrer dans le fond d'un résumé de la compréhension que j'ai du moment dans lequel nous vivons. D'abord, j'ai conclu par ces mots. C'est à l'intérieur d'une séquence que nous nous trouvons. Les élections sont des moments, à nos yeux, pour nous, les praticiens de la théorie de la révolution citoyenne, des moments importants et décisifs de la mobilisation politique. Il y a d'autres formes de mobilisation sociale, d'autres formes de mobilisation politique. Parfois, il faut y aller dur quand il s'agit de se débarrasser d'une dictature. Mais pour nous, c'est une très grande conquête que d'avoir des élections, le droit à un débat, et à travers ces débats démocratiques et pacifiques, pouvoir trancher. C'est d'ailleurs tellement évident que nous surveillons toujours de très près les conditions dans lesquelles les dites élections s'organisent et que nous sommes tous très sensibles au fait que parfois il nous semble que ce n'est pas ce qu'on nous avait dit. Notamment, une élection sans débat, c'est un petit peu compliqué. Une élection où tous les jours, les caméras de télévision guettent le dernier bombardement dans un autre pays, mais soudain s'arrêtent d'en parler quand on arrive au deuxième tour, font qu'on a des fois un sentiment un peu bizarre lorsqu'on va à la rencontre de cet événement démocratique qu'est l'élection. Pour autant, il ne peut pas être question pour nous de le déprécier, ni dans l'analyse que nous en faisons, ni dans la pratique vivante que nous en avons. Quand il y a des élections, on fait les élections.
Et quand il y a des élections et qu'on fait les élections, c'est qu'on est en train de faire campagne. Et faire campagne est un exercice bien particulier pour nous. C'est un exercice de militantisme, d'engagement, de conviction. Et nous allons contre l'ordre du monde. Parce que l'ordre du monde, il se reproduit tous les matins. Que vous soyez content ou pas, tous les jours, vous faites un compromis avec le capitalisme en allant bosser. Que vous soyez content ou pas, tous les jours, vous faites un compromis avec la grande distribution en allant faire vos courses, etc. Le monde, d'abord, paraît évident, insubmersible. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi, patatras, tout se bloque. Et dans tout ce bloc interviennent des éléments qui se sont accumulés, comme on dit aujourd'hui, sous les radars. L'intelligence, la capacité d'analyse politique consiste à repérer ces événements, leur construction, la forme qu'ils prennent, pour pouvoir en tirer le meilleur, c'est-à-dire le meilleur résultat du point de vue des objectifs qui nous semblent désirables pour la société. J'espère que je ne m'exprime pas d'une manière trop abstraite. J'essaye de condenser et vous dire que, quelle que soit votre intention, je vous invite, en toute hypothèse, à aller dimanche, quel que soit le bulletin de vote que vous voulez utiliser, à bien montrer que vous êtes là, non pas l'arme au pied, mais pleinement participant, et que ce que vous ferez à ce moment-là, c'est ce que vous avez délibéré dans le secret de votre conscience avec le plus de force. Nous sommes à un moment singulier de bascule à l'intérieur de la crise de la Ve République. Les résultats nous le montrent. Et le premier des résultats que je veux évoquer, c'est l'abstention. L'abstention a dévoré, alors il y a normalement un slide, non? Ça s'appelle comme ça? Le voilà! Non mais j'ai eu peur que l'écran ne marche pas, parce qu'après je m'en tape 19 à vous raconter. Donc là, vous avez l'évolution depuis 2007. J'ai choisi la date de 2007 parce que c'est l'élection présidentielle qui suit immédiatement la catastrophe de 2002 avec l'arrivée au deuxième tour de M. Le Pen. Mais M. Le Pen est arrivé au deuxième tour parce que certaines conditions avaient été réunies qui avaient désorganisé le camp de la gauche. Et donc, que s'est-il passé après? Comment cet ensemble politique complètement désorganisé s'est reconstruit ou pas? Est-il parvenu à réentraîner le grand nombre à qui il prétendait s'adresser? Non. Parce que tout au long des élections suivantes, l'abstention a continué à dévorer de l'intérieur les milieux qui nous intéressaient pour imaginer des alternatives. Ah, bien sûr, on a connu une victoire en cours de route. Enfin, certains ont pensé que c'en était une. Je pense à l'élection de François Hollande. Et après tout, les gens étaient de bonne volonté. Il leur avait dit que son ennemi, c'était la finance. Les gens ne sont pas forcément méfiants, méchants, à dire c'est pas vrai, mais il n'en pense pas un mot. Maintenant, oui, ils ont compris. 1,7. Parce qu'ils n'ont pas... Mais moi, je le dis sans animosité, parce qu'il y a un moment où ça ne sert plus à rien, même l'animosité. C'est parce que des problèmes politiques n'ont pas été tranchés, que nous avons tranché. Et grâce à quoi nous avons pu construire politiquement ce que nous avons fait. Le problème à trancher, c'était est-ce qu'on peut imaginer un horizon progressiste sans rompre avec le capitalisme? La réponse est non. C'est notre choix. Oui, peut-être, on dit les autres. La rupture avec le capitalisme, c'est un processus. La preuve, c'est qu'on y va avec des élections, avec un programme. C'est pourquoi j'ai qualifié le programme L'Avenir en commun de programme de transition d'une société à une autre. Quelle autre? J'en sais rien, je ne sais pas où on passe. Et puis les générations qui suivront sauront quoi faire. Mais c'est comme ça que nous nous représentons. Mais d'abord, il faut dire, partout où on peut, chaque fois qu'on peut, il faut rompre avec un système qui contient dans son modèle d'auto-organisation la catastrophe écologique et la catastrophe sociale. Et maintenant, nous sommes dans les deux. Un creusement vertigineux des inégalités à l'échelle du monde, à l'échelle du pays. Je vous fais grâce des arguments qu'on a présentés 100 fois dans l'élection. C'est 5 personnes qui possèdent autant que les 27 millions et tout le reste. Ces deux condiments sont là qui apportent la preuve de notre thèse centrale qui est de dire si vous continuez comme ça, vous allez au désastre. Avec un argument de plus, c'est que le désastre, ils en vivent.
C'est-à-dire que quand ça va mal, quand c'est la catastrophe partout, ils continuent à accumuler, voire ils accumulent plus que quand ça se passe bien. C'est ce qui s'est produit avec la crise de la Covid. Dans ce contexte, les partis, deuxième élément de cette crise, c'est l'effondrement des partis traditionnels. Moi, je voulais absolument qu'on voit ça en images, et vous ne passez pas les images avant que j'ai dit. Hein. Non, mais quand même, il faut que je puisse suivre. Là, vous avez une idée, vous avez une démonstration. On a pris les partis traditionnels, les plus traditionnels, ceux de la Ve République, qui sont là à toutes les élections, alliés les uns avec les autres. Et vous voyez qu'ils passent d'une élection à la dernière de 3/4 des voix, ils regroupaient 3/4 des suffrages, et ils en regroupent à peine un tiers. Mais comprenez la conclusion, ça veut dire que tout l'ancien système des représentations politiques, des traditions, des cultures, des mots d'ordre, des images, des chansons qui organisaient, structuraient l'imaginaire collectif des personnes, se sont effondrés. Et à la place, qu'est-ce qu'il y a eu? Du vide et une forme de radicalisation qui ne résultait pas du vide, mais du fait que les problèmes se durcissaient. Et plus les problèmes se durcissaient, plus les uns disaient « Ah bon, on va en faire davantage. Ah, le marché, ça ne marche pas très fort, c'est donc qu'il faut plus de marché. La concurrence libre et non faussée, ça ne marche pas si bien, mais alors donc il en faut plus. » Et les autres disant « Mais non, c'est l'inverse. » Et c'est pourquoi progressivement s'organisent deux blocs. Et ça se finira à deux blocs. Cette fois-ci, vous avez quelque chose qui n'était pas prévu dans la reconstruction politique du pays. Il y a un bloc libéral, il y a un bloc d'extrême droite, et émerge depuis 2012 le bloc populaire. Le bloc populaire n'est pas le résultat d'une technique de com ou d'un bon candidat, même si la technique de com est bonne et le candidat aussi. Mais le fond de l'affaire est le suivant. Quand nous avons commencé à construire le front de gauche, c'était une structure de rupture avec l'ordre dominant. Et la discussion n'a pas permis d'aller au bout de la logique dans laquelle nous sommes allés cette fois-ci, c'est-à-dire ni arrangement, ni compromis. On va au bout d'un programme et on accepte la conséquence du jugement politique de nos concitoyens. Vous n'en voulez pas? Très bien. La force est là. La fois d'après, elle sera plus puissante. En effet, elle est passée de 11, quelque chose à 19. Et la fois d'après, elle sera plus puissante. En effet, elle est passée à presque 22. Ce raisonnement dit, tenez bon, marchez votre chemin, convainquez. Et l'un des symptômes, me semble-t-il, peut-être très prosaïque, de cet effondrement, c'est évidemment les taux d'écoute. Normalement, quand vous êtes citoyen, vous allez au bord de l'agora voir ce qui se dit. Hein. Et là, vous allez devant la télé. Qu'est-ce qu'ils disent? Puis on vous a mis ça en scène. Hein. C'est le match, c'est décisif, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Et puis voilà, ça donne hier soir. Les gens ont du mérite. Hein. Moi, franchement, je reconnais que j'ai eu du mérite de rester jusqu'au bout, d'avoir ce que je bouillais. Oh, c'est quand même incroyable. Il a retourné le truc. On aurait dit que c'était elle la présidente sortante et lui le challenger. C'était misérable, j'ai dit tout à l'heure ce que j'en ai pensé. Mais je trouve que c'est significatif. En tout cas, le résultat à la sortie de ça, sur lequel j'attire votre attention à cet instant, c'est 12,8 millions d'abstentionnistes. C'est-à-dire que vous avez 12,8 millions de gens qui se disent « décidez ce que vous voulez, je m'en fous ». Ou, pas je m'en fous, décidez ce que vous voulez, de toute façon, vous êtes des arnaqueurs et vous ferez le contraire de ce que vous avez dit. Et les gens ont des raisons de le penser. Et cette masse immense de 12,8 millions de gens dans l'abstention, bien sûr, on va la regarder de plus près pour voir de quoi elle est composée. On dira, comme nous l'a expliqué 100 fois la présidente de mon groupe, Mathilde Panot, qu'il y a quand même 6 millions de personnes qui sont mal inscrites.
On a découvert cette fois-ci qu'il y en avait 200 000 qui avaient été radiés, on ne savait pas pourquoi, personne ne le savait. Pas même ceux qui les avaient radiés. C'est dire le point où on en est. Enfin, dans un pays où on n'est pas capable de distribuer des professions de foi comme on l'a fait pendant un siècle, pourquoi on serait capable de savoir pourquoi les gens sont radiés? Il y a donc dans ces 12,8 millions à la fois des gens mal inscrits, des gens qui sont dans une attitude de choix politique, de rejet, qu'on doit respecter, si on veut comprendre. Ça ne sert à rien d'aller engueuler les gens et de leur dire c'est pas bien, vous faites pas ce qu'il faut, les moraliser continuellement, leur donner des leçons, faire du paternalisme électoral. Non, les gens décident, ils sont adultes, ils sont conscients, ils ont leur raison de faire leur choix, à nous de les convaincre d'en faire un autre. En attendant, le résultat politique, je vais m'arrêter juste aux statistiques du résultat, c'est pas mal. D'abord, je ne sais pas si le concours existait auparavant, mais maintenant il y en a un. C'est que nous avons fait le meilleur troisième résultat de la Ve République. On peut avoir... Vous êtes sympa d'applaudir un truc pareil parce que je vous signale que ça ne sert strictement à rien. Vous êtes le meilleur ou le pire, du moment que vous êtes le troisième, vous n'êtes pas le deuxième. Mais enfin, bon, ça fait plaisir de le dire. Mais maintenant, le contenu politique, vous avez en ce moment le slide, là, le visuel, qui montre que c'est le meilleur résultat de l'écologie politique. Si l'on additionne les voix recueillies par M. Jadot et celles que nous avons recueillies avec le programme L'Avenir en commun, dont je pense que personne ne va dire ici que ce n'est pas un programme écologique, eh bien, ça donne 26. Alors, on peut sourire et dire, oui, bah, tu additionnes des carottes et des choux-fleurs. Ben bon, c'est avec des carottes et des choux-fleurs qu'on fait la soupe, hein. Mais, plus profondément, il faut l'analyser comme un approfondissement de la conscience et de la compréhension des problèmes qui sont posés à notre époque. C'est un résultat extraordinaire que 26% des gens disent « je vote » pour des gens, soit qui disent qu'ils sont écologistes, soit qui disent la planification écologique, la règle verte, le refus des fermes-usines, la compréhension du processus qui conduit aux zoonoses. C'est un acte de conscience. La prise de conscience écologiste, telle que nous la formulons nous, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas un hasard qu'on soit devant, est une synthèse entre la prise de conscience purement humaine du monde dans lequel on vit et la prise de conscience sociale. Pour la première fois dans un programme, les deux se joignent. L'un explique l'autre. L'un a un effet miroir avec l'autre. Les deux sont unis. Quand, par exemple, on dit « mieux payer les gens au travail, c'est leur permettre de se procurer une nourriture de meilleure qualité ». Parce qu'une nourriture de meilleure qualité vous coûtera plus cher, parce que c'est plus de temps passé au travail dans l'agriculture. Ce lien entre la revendication sociale et la revendication écologique, nous sommes les premiers à l'avoir fait et à l'avoir formulé de cette manière-là. Je pense que l'écologie populaire, qui est en partie contenue aussi dans le mouvement chez les Verts, on ne va pas s'attribuer non plus toutes les gloires, mais qu'il n'y ait pas dans le même rôle de la poutre fêtière qu'il a dans le programme L'Avenir en commun. Et puis, deuxième élément qui va apparaître dans le visuel, qui va sans doute maintenant apparaître, parce que tantôt c'est avant. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Amenez-moi le suivant. Il y a l'écologie et puis il y a ce qu'on appelle la gauche de rupture. Ce n'était pas simple pour moi de préparer ce dessin. Qu'est-ce que je comptais dedans, qu'est-ce que je ne comptais pas? Est-ce que je ne vais pas dire que 1981, c'est une gauche de rupture? Bah si, c'est une gauche de rupture. Alors, on a fait partir tout de la même date que tout à l'heure, c'est-à-dire 2007. Après la grande crise, l'explosion du spectacle de la crise de 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chemin faisant, quand on additionne, alors bon, au début, vous avez les organisations ouvertement anticapitalistes, en tout cas, elles le disent très fort. Et puis, à la fin, vous avez le résultat de l'Union populaire. Et vous voyez que c'est une progression continuelle, jusqu'à 25,7 pour le total. C'est-à-dire, en gros,
si on fait des mauvais rapprochements, ce qu'était le score du Parti communiste à la Libération. Si je cite cette date, ce n'est pas pour faire un rapport avec le Parti communiste, nous sommes assez profondément différents de ce qu'était le Parti communiste à la Libération. Ce n'est pas la peine que j'insiste. Mais c'est pour dire de gens qui portent ouvertement un programme de rupture avec le capitalisme, sous une forme ou sous une autre. Nous en sommes une des formes. Et nous l'avons amené à presque 22% cette fois-ci. C'est un événement qui est considérable pour la vie politique du pays, puisqu'ils ne sont plus à 2, mais nous sommes à 3. Et puis c'est un événement unique en Europe. Dès lors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, cela nous crée à tous des responsabilités. Il faut que nous soyons capables d'évoluer en même temps que nous réussissons. Et qu'en même temps que nous réussissons dans nos entreprises, nous gagnons en confiance en nous-mêmes et en décontraction suffisante pour ne pas passer son temps à régler des comptes. J'insiste un petit peu à cet instant. Qu'est-ce qui a été, à mon avis, les facteurs déclenchants? Le premier, c'est de n'avoir jamais cédé, ni fait le moindre compromis sur les fondamentaux. Nous avons refusé aussi bien obstinément de nous taire devant les violences policières et ce qu'elles déclenchaient dans le pays, de nous taire quand la haine des musulmans était prononcée partout, divisant notre société et divisant notre peuple. Parce que nous avons refusé de nous taire quand tant de fois on nous a sollicités pour pouvoir participer à la bonne société, de bien vouloir décrocher de nos fondamentaux et de n'avoir jamais cessé sur aucun point, sans la moindre compromission avec le pouvoir en place, dans la lutte contre les effets du nouveau capitalisme de notre époque, à mesure qu'il cherche à s'étendre, c'est-à-dire à étendre le domaine de la marchandise, à étendre le domaine de l'agiotage et de la spéculation dans tous les domaines. Et ça, je ne fais pas l'injure à mes camarades des autres pays de dire qu'ils n'ont pas été assez fermes, non. Mais le deuxième condiment, qui avait une très grande importance, c'est d'avoir commencé cette campagne après les autres sur le thème « Nous sommes pour ». C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas contentés de rejeter le monde dans lequel nous vivons. Nous en avons proposé un autre. Et nous avons fait la démonstration de ce qu'est la radicalité concrète. Nous n'avons pas adapté nos mots d'ordre à ce que nous pensions supportable. Nous avons adapté notre manière de le dire, de le présenter, d'en faire la démonstration, tout le temps, concrète. La radicalité concrète existe à travers un programme, l'Avenir en commun, ses 40 livrets et ses 15 plans qui déterminent comment on applique tout ça. Alors ça faisait beaucoup de paperasse, c'est vrai, 1500 pages. Mais ça veut dire que nous sommes très avancés. Si demain matin, à la suite de je ne sais quelles circonstances, il fallait gouverner, nous sommes immédiatement capables de le faire. Immédiatement. Et qu'on se le dise. Maintenant, j'en viens à la donnée essentielle. Voici le schéma auquel je demande que vous vous référiez, si vous le voulez bien, chaque fois que vous pensez à la suite des événements. Celui qui nous trace notre devoir est la ligne stratégique. La ligne stratégique consistait à constituer ce que nous avons appelé le bloc populaire, qu'on a essayé de constituer à travers le front de gauche et en partie réussi à constituer, parfois au-delà même de la volonté de ceux qui en étaient les organisateurs. Ce bloc populaire, il s'est construit sur et dans un programme, l'Avenir en commun, qui lui-même est l'héritier de l'humain d'abord. C'est un bloc idéologique. Nous l'avons constitué. Et il y a 3 blocs. Le bloc libéral, le bloc d'extrême droite, le bloc populaire, qui se trouve avoir sur son flanc un autre bloc, celui de l'abstention et de ses 12 millions. Nous sommes donc en quelque sorte coupés en 4 tranches. Chacune de ces tranches n'a de sens qu'en additionnant tous ceux qui, du point de vue du programme, se rapprochent les uns des autres. Dans le bloc libéral, vous avez aussi bien les macronistes que vous avez le bloc de Madame Pécresse. Vous avez dans le bloc d'extrême droite Madame Le Pen, M. Zemmour et M. Dupont-Aignan, qui, sur l'organisation essentielle du discours et du programme, se retrouvent. Et dans le bloc populaire, vous avez aussi bien
les Insoumis, l'Union populaire, qui est un concept plus large que les Insoumis, Europe Écologie Les Verts, pour 1 600 000 voix, M. Roussel et le Parti communiste pour 800 000 voix, Mme Hidalgo et le PS pour 600 000 voix, M. Poutou pour 270 000 et Mme Nathalie Arthaud pour 200 000. Ce qui est intéressant, pour aller vite, parce que je ne vais pas entrer trop dans les détails, c'est de regarder aussi les dynamiques internes. Il est certain que le bloc qui a la plus grande cohésion aujourd'hui, c'est le bloc libéral. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il a 2 millions de voix d'avance, ce qui est non négligeable, mais n'est pas insurmontable, mais parce que le rapport de M. Macron et de son parti au reste des composantes du bloc libéral fonctionne dans le rapport de 1 à 5. De 1 à 5. Dans le bloc d'extrême droite, comme dans le bloc populaire, nous sommes dans le rapport de 1 à 2. Ce n'est pas la même force de cohésion. Bien sûr, de 1 à 2, c'est beaucoup, parce que quand on dit de 1 à 2, c'est l'Union populaire à elle toute seule, et tous les autres dans un rapport 1,5, qui eux-mêmes ne se supportent pas entre eux, ça s'est vu. Mais vous comprenez, quand vous regardez les trois blocs, que gagne celui qui est capable d'embarquer la part la plus substantielle des abstentionnistes. Par conséquent, toute la stratégie politique est tournée du côté de ces abstentionnistes, pas de l'arrangement qu'on ferait les uns avec les autres. Parce que je vous le dis bien franchement, ça ne s'additionnera pas à 100%, si ça se fait. Parce que voulez-vous? Quand on a répété matin, midi et soir à certains que j'étais l'ami des dictateurs, ça devient un peu dur le lendemain de dire qu'il est follement sympathique et que, finalement, on fait comme si on ne se rappelait pas. Mais ce n'est pas à nous que ça va poser problème. À nous aussi, il y aura plein de gens qui disent non, on ne les supporte plus. Mais il faut dépasser ça. Je vous rappelle que quand nous sommes allés à l'Assemblée nationale en 2017 et qu'on a composé pour la première fois le groupe Insoumis, la première bataille qu'on a menée, c'était contre la réforme du Code du travail. Vous vous en rappelez? Et on a appelé une manifestation dans la rue. Eh bien, à cette première manifestation, nous avons demandé à Benoît Hamon de venir défiler avec nous. On aurait pu dire, c'est à cause de lui qu'on a perdu, c'est à cause... Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors vous faites comme moi. Vous tournez la page. Et vous passez à l'objectif. C'est l'objectif qui doit nous dominer. C'est lui qui nous crée notre devoir. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire. Je sais bien que ce n'est pas facile. Et je sais que nous sommes tous intellectuellement assez proches les uns des autres, pour être souvent bien semblables, en tout cas pour la politique, et encore. Mais bien semblables. Je sais qu'il vous en a cuit à vous autant qu'à moi. Et qu'à mesure qu'on avançait, ça vous exaspérait, comme moi. Et j'ai la bouche toute piquée des mots que j'ai dû ravaler, plutôt que de les faire sortir. Et croyez-moi, j'ai la langue bien pendue. Croyez-moi, j'ai la langue bien pendue. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné. C'est pourquoi la stratégie va consister à unir. Et unir, des fois, ça ne veut pas dire seulement mettre ensemble. Ça veut dire empêcher de se pouiller. Simplement, si tu voulais bien te taire 8 jours, tu vois, juste 8 jours, ou bien 2 mois, et arrêter de penser que le plus important, c'est absolument d'aller dire ce qui te distingue de l'autre qui est à côté. Parce que c'est tellement fondamental. Ça, c'est le comportement de certaines catégories sociales. Et on peut le comprendre, après tout, pourquoi pas. Mais celles que nous avons pour vocation première de représenter, elles ont plutôt l'habitude de serrer les coudes. Parce que c'est dur, c'est très dur, et on ne peut pas attendre. Et en ce moment, il y a des millions de gens qui sont en train de couler. Parce que l'inflation a plus de 4%, parce que le prix à la pompe, parce que le prix dans la grande surface, tout ça, les gens sont pris à la gorge. Il faut se débarrasser de ce système aussi rapidement qu'on peut le faire. Et puisqu'on a la chance d'avoir une élection devant nous, et qu'il n'y en aura plus pendant 2 ans, et qu'il n'y en aura plus pendant 3 ans, alors c'est la dernière station avant le désert, celle qui arrive.
Et il faut s'en emparer pour aller au bout. Alors, ce bloc, c'est un bloc social. C'est une immense réussite d'avoir été entendu. Ne croyez pas qu'elle tombe du ciel. Vous le savez, pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans cette salle et dans l'autre. Ces gens ont pris confiance parce que nous avons gagné la confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le répète pas, par notre attitude. Mais parce que nous les avons respectés. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de parader ici et là, nous sommes allés au porte-à-porte. Vous avez fait un boulot absolument inouï. Chaque semaine, 400, 500 sorties porte-à-porte dans le pays. Dans ma bonne ville où j'étais lycéen, de Lons-le-Saunier, ils ont fait 2000 portes. Je ne sais pas s'il y a un appartement social qui n'a pas été visité. Et ils revenaient quand la porte n'était pas ouverte, le coup d'avant. Vous l'avez fait partout. Il y a eu une démonstration. J'ai compté que c'est... Je ne vais pas dire de bêtises, c'est pour ça que je regarde mon papier. Évidemment, je l'ai perdu. Quelque chose comme... vous avez dû distribuer quelque chose comme 40 millions de tracts. Ça vous dit quelque chose? Dans la dernière période, 35 000 portes toquées. Ça, c'est des bonnes méthodes. Et puis, nous avons eu plus d'1 millier de réunions publiques. Ça, c'est faire campagne, depuis le début de notre campagne. Et à la fin, tous les députés, tous les orateurs nationaux du mouvement, tous les amis du Parlement de l'Union populaire sont allés faire des réunions. Des petites, des moyennes, des grandes, au pied d'un immeuble, un meeting, etc. Et partout, les gens venaient pour voir, pour parler, pour entendre, les regarder. Ils les ont trouvés sans doute assez crédibles et assez fiables pour aller ensuite voter pour eux. Ne l'oublions jamais. Quand c'est la campagne, on fait campagne. Voilà. On ne regarde pas passer les trains. Et tout le monde bosse. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que grâce à ça, nous avons fait un bloc social. Notre ami Palombarini parle du bloc bourgeois. Et il se désespérait, à juste titre, en disant il n'y a pas de bloc populaire. Ben si, maintenant, il y en a un. Alors, il est peut-être fragile, hein? Sûrement. Rien n'est jamais acquis. On a tous assez vécu pour le savoir. Tout ça va devoir être conforté. Et il n'y a pas d'étape simple. Hein. Celle qui arrive, là, elle n'est pas simple à mener. Quand je dis un bloc social, ben, ça se traduit d'abord à l'endroit où la situation a été volontairement le plus laissée à l'abandon. C'est-à-dire ceux qu'on a le plus maltraités, et ça se voit parce qu'ils sont tous au même endroit. C'est-à-dire que, par exemple, à Marseille, il y a beaucoup de gens maltraités, mais bon, comme il y en a d'autres, ça se voit moins. J'ai le quartier dans ma circonscription le plus pauvre d'Europe. Quand la première fois qu'on m'a dit ça, je me dis oh, ok, je suis arrivé à Marseille. Le quartier le plus pauvre d'Europe, non, c'est pas ici. Bah si. Le quartier le plus pauvre d'Europe, il est dans la deuxième ville de France, et ainsi de suite. Mais c'est évidemment dans les Outre-mer que ça se voit le plus. Des gens abandonnés, maltraités, méprisés, regardés de haut, réprimés d'une manière bestiale. Je rappelle les 2500 gendarmes, gardes mobiles et autres, qui ont été envoyés en 48 heures à la Guadeloupe, alors qu'il leur avait fallu 5 semaines pour amener les bouteilles d'oxygène. Et comme il se trouve que les Caraïbes françaises sont peuplées d'êtres humains, les gens sont équipés en tant qu'êtres humains d'un cerveau, dans lequel il y a une capacité de mémoire et de réflexion. Si bien que, fort heureusement, dans les Outre-mer, personne n'a cru que la situation et la façon avec laquelle ils étaient traités étaient une situation normale. Et ils ne l'ont pas accepté. Et ils m'ont élu au premier tour. Alors, me voilà président de la Guadeloupe, avec 56%, que ceux qui peuvent faire mieux le disent, 53% à la Martinique, 50% à la Guyane, et la Guyane
J'ai une petite pensée pour les gens du fleuve Maroni, quelques Bushinengués qui s'y trouvent, et pour certains, on fait 5 heures de pirogue pour venir voter contre le gouvernement et pour l'Union populaire. C'est le cas de la commune d'Apatou. Alors on m'a dit, oui, bon, il y en a que 20% qui votent. Ben vas-y, fais de la pirogue pour aller voter. Déjà, pour te faire descendre en bas de chez toi, c'est toute une histoire. Bon. Et puis, vous avez vu le résultat de la Réunion. Les Outre-mer, je les cite, parce que je crois que les Outre-mer sont les avant-postes de ce qui va arriver ou qui est déjà arrivé dans tout l'Hexagone. Mais l'Hexagone ne le sait pas. L'Hexagone ne sait pas que ces rivières sont pourries par des pesticides. L'Hexagone ne sait pas qu'il y a une crise de l'eau dans tant et tant de communes déjà maintenant. À la Guadeloupe, ils le savent, il n'y a pas d'eau pendant 4 jours, 3 jours, une semaine, un coup ici, un coup là, toi oui, toi non. En quelque sorte, les mauvais traitements, la maltraitance sociale du néolibéralisme qui ravage les Outre-mer, ravage aussi l'Hexagone. Et c'est pourquoi nous devons prendre des leçons de combativité et de réaction politique sur les Outre-mer, parce qu'ils nous montrent comment et par quel chemin il faut passer. Les mêmes qui sont capables de mener les luttes sociales que vous avez pu voir, notamment celles que conduit Elie Domota, et qui sont capables de voter à 56% pour nous. Le deuxième, c'est le précariat. Le précariat, c'est ce statut particulier qui autrefois était extraordinaire. On disait c'est les statuts atypiques. Moi, je me rappelle avoir vu, pas moi, hein, allez pas me dénoncer, des copains qui écrivaient sur les agences d'intérim esclavagistes. Aujourd'hui, personne ne fait ça, hein. Mais au début, c'était comme ça. Tellement ça paraissait incroyable que des gens soient employés à la tâche, ou pour une semaine, ou pour moins de 72 heures, etc. Le précariat, c'est la destruction de l'intérieur du salariat. Et à la place d'une classe sociale unie par des statuts communs, vous avez des individus atomisés, à un bout des gens avec des CDD, parfois d'une semaine, parfois d'une mission, comme ils disent, pour une journée. Et puis après ce bout-là, vous avez encore un autre bout, qui est l'auto-entrepreneur, qui a d'abord cru qu'il était réellement auto-entrepreneur, avant de comprendre qu'il était auto-esclavagisé. Tout ça, c'est la vie. Et eux, ils ont ultra majoritairement voté pour l'Union populaire. Pareil pour ceux qui gagnent moins de 900 € par mois. Pareil pour les chômeurs. Pareil pour les intérimaires. Ça, c'est un bloc social. C'est le bloc que nous avons la volonté et l'honneur de représenter, à qui nous devons une fidélité absolue, constante, dans toutes les circonstances, dont nous sommes les porte-parole et dont nous devons nous garantir que nous ne faisons rien qui puisse être incompris par lui ou qui puisse le décevoir. La force de l'Union populaire, c'est le peuple. Et c'est le peuple de ceux qui galèrent, qui travaillent et qui essayent de survivre. Enfin, j'évoque les classes moyennes urbaines. Pourquoi? Parce que à chaque élection, on a droit à quelques leçons de gens qui se disent « Comment ça se fait que vous n'êtes pas arrivés ?» Voilà. Alors, les classes moyennes urbaines, ben voilà quoi. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont de la culture politique historique. En ville, aujourd'hui, ce sont les classes moyennes. Moyennes et moyennes supérieures. Toutes sont prises à la gorge par le déclassement social. L'augmentation du loyer, l'augmentation des prix de l'achat, parce que quand on ne peut pas avoir un bon logement, on pense qu'on va en avoir un bon en achetant. Et souvent, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir quelles sont la situation sociale d'innombrables copropriétaires dans ce pays, qui est une situation souvent beaucoup plus prise à la gorge que ne le sont des gens qui habitent dans du mauvais logement collectif. Mais c'est aussi là que se trouvent, parce que ce sont les classes moyennes, ceux qui souvent ont le plus d'illusions sur le système économique. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils se disent qu'ils vont finir par rattraper la locomotive, qu'ils vont monter dans les bons wagons, que d'ailleurs, on s'est saigné pour que les gosses fassent des bonnes études. Et après, quel désespoir de voir que le gosse qui a fait les bonnes études, qui a le bac plus 4, le bac plus 5,
eh ben, il n'a pas un boulot qui correspond à ses études et que nous avons du travail déclassé occupé par des gens surdiplômés et dans des branches qui ne sont pas les leurs. L'enjeu essentiel du combat politique, c'est non seulement de grouper les milieux populaires autour d'un programme qu'elles comprennent, les milieux populaires qui se l'assimilent, mais c'est de gagner la confiance des classes moyennes à ce combat. Parce que s'ils ne sont pas avec les milieux populaires, alors ils passent de l'autre côté. Et ils pensent que le système, parce qu'il est ouvert, parce que la concurrence, parce que chacun peut rêver d'être milliardaire, parce qu'il suffirait de traverser la rue et que sais-je encore. L'enjeu des classes moyennes, supérieures et moyennes est vital dans le combat politique qu'est le nôtre, pour la formation du secteur le plus ample acquis à la cause de la transformation du système. Dans toutes les crises politiques, la question se concentre là-dessus. Ça a été le cas dans toutes les révolutions citoyennes dans le monde qui se sont déroulées ces derniers temps. Pardon d'y insister aussi lourdement, mais en même temps, c'est quelques cours de stratégie politique. Bon, appuyé sur la tradition politique qui est la mienne. Hein. Mais c'est tout ça pour vous dire que, sans faire un réductionnisme, vous savez ce qu'on appelle un réductionnisme, c'est ceux qui disent « Ah, ben comme c'est un ouvrier, ben, il va voter communiste. » Ben non. Hein. Ils disent « D'accord, ça pousse plutôt à voter à gauche d'être ouvrier. » Mais un être humain est un être humain, il a un cerveau, les idées ont leur autonomie. Et l'autonomie de ces idées fait que quelqu'un ne vote pas conformément à son intérêt matériel. Et heureusement, d'ailleurs, dans certains cas, que tout le monde ne suit pas ses intérêts matériels. Il y a des gens qui ont des sous et qui se battent pour ceux qui n'en ont pas. Ils pourraient tout simplement rester chez eux. Par conséquent, nous, on ne va pas faire à réduire comme ils sont comme ça, alors ils votent comme ça. Ça n'existe pas. Et je m'amuse de voir que ceux qui font les critiques les plus féroces au marxisme sont souvent, eux, de fichus réductionnistes. C'est-à-dire qu'on va reprocher au marxisme de ne voir que les relations sociales sans tenir compte de la culture. Mais quand je regarde comment se comportent les sondeurs, je m'aperçois qu'ils font pire. Parce qu'ils les découpent en petits morceaux comme ça, d'après les catégories sociales, d'après l'âge, d'après l'adresse, comme si les gens étaient une décalque politique de leur situation matérielle à 100%. Ce n'est pas vrai. Alors, ce bloc social, nous en avons fait un bloc idéologique parce que, pour l'essentiel, il est rallié aux grands objectifs du programme L'Avenir en commun. La stratégie que nous avons développée et que nous mettons en partage avec ceux qui veulent la partager avec nous fait que nous ne marchandons pas d'accords électoraux. Nous partageons une stratégie. Ce n'est pas pareil. L'Union populaire est une stratégie. Elle est fondée sur le fait que nous tombons d'accord sur un programme qui est un programme de transition et de rupture, et nous convainquons le grand nombre que son intérêt se trouve dans l'accomplissement de ce programme. Pas voter pour moi parce que je m'appelle Mélenchon. Pas voter pour moi parce que je suis insoumis ou insoumise et que j'ai bien du mérite. Alors, à plus forte raison, pas voter pour moi parce que je suis tel ou tel d'autres. Mais parce que nous voulons atteindre ce résultat. Blocage des prix, SMIC à 1 400 €, retraite à 60 ans, planification écologique, règles vertes, etc., etc., etc. Un par un. Et comme je sais que je vais être écouté ce soir dans ce que je suis en train de vous expliquer, même si ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça, je demande qu'on m'entende. Il n'y a pas de notre part, là, je ne sais quelle volonté, on me dit l'hégémonie, mais enfin, il y a toujours quelque chose à nous reprocher, ma parole. J'ai lu même que notre considérable avance nous créait davantage de devoirs que de droits. Oui, c'est vrai, nous avons un devoir qui est de changer, d'évoluer, mais enfin, le fait d'avoir organisé un désastre non plus ne donne pas que des droits. Ne pas dire un mot de plus. Donc, il faut que tout ça puisse atteindre son objectif. Mais avant, d'abord, regardons le résultat. Quand on fait les sondages, on ne peut pas nous opposer les sondages à un moment donné puis pas les accepter à l'autre. 80% des gens qui votent pour nous, c'est sur la base du programme. 80. Il n'y a pas un autre pôle politique qui est autant concentré sur son programme. Je comprends d'ailleurs
qu'ils aient le plus grand mal à savoir en quoi consiste le programme de Mme Le Pen et de M. Zemmour, à part pourchasser les musulmans et les gens qui ne leur reviennent pas. Le programme de M. Macron, bah, il évite de s'étendre dessus, parce que franchement, ça ne donne pas faim. Ou seulement à quelques-uns. Si bien que là, ce deuxième tour, elle raconte n'importe quoi. Alors la planification écologique, alors à nous de dire comment, c'est le Gosplan, comment vous comptez faire? Parce que moi, je veux bien qu'il soit... Non, mais je suis content, hein. Je suis très content. Vous verrez, un après l'autre, ils vont s'avaler tous nos mots, mais pour les mettre ensemble, il va falloir aller chercher notre grammaire, notre syntaxe, et conjuguer les verbes comme c'est écrit dans notre grammaire. Faites confiance. Mauvaise blague. Le principe de base de l'esprit humaniste et de Rousseau, c'est la perfectibilité de l'être humain. Par conséquent, la marche vers la perfection, qui n'est jamais atteinte, qui est la perfectibilité, consiste déjà à faire des progrès intellectuels. C'est mieux de penser qu'on va planifier que de penser que la main invisible du marché va tout régler. Parce que quand il dit qu'il va planifier, il est en train de dire que la main invisible du marché ne règle rien. Parce que si nous sommes tous en danger de mort, c'est parce que la main invisible est en train de saccager la planète. Tandis que la planification, l'esprit humain, la délibération politique nous permet de construire. Donc c'est pas rien que les 80% de gens convaincus, et c'est pas rien que la dissémination de notre vocabulaire. Alors j'ai un autre truc que je veux vous montrer pour que vous voyez bien à quel point nous sommes transversaux, à quel point nous sommes le résultat d'une conscience politique. Envoyez-moi ça, c'est le meilleur moment. Ça arrive ou pas? Je ne sais pas ce qu'ils foutent avec ces slides. Ah, voilà. Ça m'a amusé de voir ça. Alors, 35% des lecteurs du Monde votent l'avenir en commun alors que le Monde leur dit de ne pas le faire. 15% des lecteurs du Figaro votent pour l'avenir en commun alors qu'on leur explique que c'est une nuance du bolchevisme. 22% de ceux qui lisent Le Parisien, où je suis régulièrement présenté d'une manière assez monstrueuse. Encore aujourd'hui, j'ai la bouche toute déformée, on croirait que j'ai un phlegmon d'un côté et que j'ai perdu la moitié de ma mâchoire de l'autre. Eh bien, nonobstant tout ça, 22% votent pour nous. Et alors là, l'événement, c'est les lecteurs de Libération. Eh oui, et les Échos, vous le croyez? Les lecteurs des Échos. Il faut dire que c'est un journal remarquable pour ce qui est le monde des affaires, l'économie et tout ça. On apprend quelque chose en le lisant. Et il s'efforce d'ailleurs, à part l'éditorial politique qui vaut rien, où ils vous disent ce qu'il faut penser, mais bon, ils croient ce qu'ils veulent. Hein. Le reste, non, c'est très intéressant. Mais quand même, c'est le journal, c'est la bourgeoisie fait de journal. Non, ça c'est Le Monde. C'est les affaires fait de journal. Eh bien, 26%, vous vous rendez compte? Je vous rappelle qu'en 2017, ils avaient mis sur toute la une qu'à cause de moi, l'assurance du capital allait coûter plus cher et que les agences de notation allaient vider les caisses du pays. Eh bien, il y en a le quart qui ne veut pas en croire un mot. C'est dire s'ils sont déterminés et s'y réfléchissent. Et l'humanité, eh bien voilà, 54%. C'est pas à force de lire mes interviews, hein, ils ont trouvé ça tout seuls. La Croix, ben, je suis content, 22%. Alors eux, ils nous ont jamais jeté la pierre, mais il n'y a pas besoin, quoi. On sent qu'il y a une distance respectueuse. Mais il y a une distance, mais respectueuse, aussi bien de mon côté que de la part du journal. Alors après, on a mis un journal gratuit, bon ça, c'est vrai que c'est pas trop mal fait, un quotidien régional, alors il faut vraiment avoir envie, parce que dans les quotidiens régionaux, c'est là que j'ai vu les photos les plus inouïes de moi, même à moi ça fait peur. Je me rappelle d'une photo, je crois que c'était dans, je ne sais pas si c'est Ouest France ou le Télégramme, j'avais une sorte de casque à pointe avec mes cheveux, les deux poings fermés, la bouche ouverte, comme ça, c'est à peine si on voyait mes yeux et on voyait directement mon pantalon. Et bien malgré ça, ça ne fait rien, 1 sur 5. Bon, trêve de blague. Ça veut dire que des gens qui ont une vie normale, qui lisent pour des raisons X, Y, par appétit personnel, heureusement que tous ces journaux ne se résument pas à leur appréciation politique, hein, quel qu'il soit là. Il y a des pages magnifiques dans tous ces journaux.
Moi, j'ai la chance de pouvoir en lire beaucoup quand j'ai envie d'en lire, c'est-à-dire en dehors des campagnes électorales. Et bon, il y a beaucoup de choses à prendre. Mais ça veut dire que nous sommes en face d'un ensemble de gens qui autoconstruisent leur conscience politique et ne se laissent pas tenir par la main, ni par leur journal quotidien régional, ni par leur journal quotidien national. Et à plus forte raison, pas non plus par la télévision. Mais ça se gagne. Ça s'est gagné, mes amis. Ça s'est gagné, y compris parce que nous avons subi pendant 5 ans et les 5 années avant. C'est-à-dire que la première fois, on a pu leur dire que comme j'étais fou, eh bien, ma foi, on ne pouvait pas faire confiance à un fou. Mais si le fou a raison 2 ou 3 ou 4 fois, ben les gens se disent, mais il n'est pas si fou que ça. Et l'autre qui nous avait dit que tout allait aller mieux, ça va de mal en pis, c'est peut-être lui, qui n'est pas très normal, pour continuer à croire que ça va bien quand ça va mal pour tout le monde. Bref, vous m'avez compris. Une opinion s'est construite. C'est un des résultats stratégiques du combat que nous avons mené, jour après jour, combat après combat. Vous, dans vos entreprises, vous, dans la vie associative, dans telle ou telle bataille, une conscience collective s'est construite, dont nous avons été l'expression. Mais je le rappelle, cette conscience collective, elle s'est construite dans le feu de l'existence. Et nous, ce que nous devons faire, c'est mériter la confiance de cette conscience collective. Ce n'est pas nous qui injectons de la conscience au très grand nombre. Nous ne sommes pas une avant-garde éclairée qui injecte de la conscience. Nous exprimons ce que la conscience collective a compris du point de vue des principes qui sont les nôtres. C'est très important, en tout cas à mes yeux, parce que c'est ce qui distingue la construction d'un mouvement de type l'Union populaire, de type les Insoumis, d'un parti qui prétendrait être une avant-garde. Nous ne sommes pas une avant-garde de ce point de vue. Ce n'est pas nous qui détenons la conscience. La conscience est dans le peuple et nous en sommes l'expression et nous aidons à la construire. J'espère ce soir, moi, contribuer à la construction de votre propre conscience politique. C'est mon boulot de le faire. Et dès lors, plus vous en saurez, plus vous serez conscient, plus vous serez libre. Parce que vous déciderez par vous-même. L'objectif de la politique qui est la nôtre, c'est l'émancipation individuelle et collective. Mais individuelle, pas d'émancipation collective sans émancipation individuelle. Un autre... Alors, là, regardez bien ça. Ça, c'est comme tout à l'heure les journaux. C'est aussi pour faire un petit sourire. Comme ils se sont plantés complètement dans leurs évaluations, allez vous demander pourquoi. Juste sur moi. C'est con, hein? Celui qui a la langue le plus pendue, ils vont tirer les moustaches du tigre. Ils s'attendent quand même pas à avoir des compliments à la sortie. Alors moi, ils se sont bien trompés sur notre résultat. Entre le dernier et le définitif, il y a quand même un petit écart de 4 points,9. Et d'ailleurs, dans la soirée aussi, au point ça a failli tout tourner au ridicule quand tout d'un coup les écarts sont resserrés, qu'ils ont eu la peur de leur vie, que tout d'un coup, ça soit moi le deuxième et pas elle. Parce que 420 000 voix d'écart, ça ne fait pas beaucoup. Mais en tout cas, ça ne faisait pas assez pour qu'ils s'en rendent compte. Et donc, ils m'ont mis 5 points de moins. On ne va rien leur reprocher, à quoi ça servirait? On recommence à chaque élection. À chaque élection, ils nous mettent extraordinairement bas, et puis nous avons un résultat qui n'a rien à voir parce qu'il est plus haut. Et à chaque élection, nous nous disons que si les gens avaient su que la marche était moins haute à franchir, ben peut-être qu'ils auraient donné un coup de main. Parce que dans nos milieux, c'est comme ça. On peut le regretter, mais les gens se disent « Pourquoi je vais le faire? Ça ne sert à rien. » Les 12 millions d'abstentionnistes, il y a ceux, je dis, qui sont mal inscrits, ils sont mal inscrits. Mais puis il y a ceux qui se disent « Ça ne sert à rien. » Et puis ils n'ont pas que tort, parce que souvent, ça ne sert à rien. Mais on l'a fait. Mais si on leur dit « Mais attendez, ils sont arrivés à un cheveu de quoi? De passer le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans. Ah bon? J'y vais. J'y cours. Ah ben non, on ne leur a pas dit. Alors, qu'on ne me dise pas que ça n'a pas joué de rôle. Ça joue un rôle. De même qu'a joué un rôle dans l'élection régionale, le fait d'expliquer sur tous les tons que dans toutes les régions, le deuxième tour se jouerait entre l'extrême droite et quelqu'un d'autre. Si bien que dans toutes les régions, dès le premier tour, il y a eu ce réflexe de voter pour garantir la position de celui qu'on espérerait à la fin, voire vaincre l'extrême droite. Et ça a donné les résultats dont vous vous souvenez. Eh bien, là aussi, ça joue un rôle. Mais je ne perdrai pas mon temps à pleurer sur le sujet. Le jour où nous voulons,
a déjà été adopté par le Sénat, à l'unanimité, une loi qui interdit les sondages un mois avant une élection. Et donc, il suffit d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et quick, l'affaire est réglée. Alors, le vote utile, ça a été l'argument qui nous a été, pour expliquer pourquoi ils n'avaient rien prévu, c'est que tout d'un coup, il y a eu un vote utile. Moi, je pense qu'ils veulent en fait dire un vote futile, c'est-à-dire des gens totalement hallucinés, qui ne savent que faire, et qui, au dernier moment, décident « Ah ben tiens, on va voter pour lui ». Pourquoi? On ne sait pas bien, madame, monsieur, mais bon, on a cru bien faire. Ça s'appelle le vote futile, ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder ce qui s'est passé et ce qui a été annoncé. Dans le dernier mois, nous avons gagné, d'après les sondages et d'après le résultat final, 11 points. Et dans le dernier mois, toutes les autres forces de la gauche traditionnelle n'ont perdu que 3 points. Nous avons donc, à supposer qu'on ait tout siphonné, les 3 points, gagné 8 points tout seul, c'est-à-dire en allant les chercher dans les milieux populaires. Par conséquent, je vous demande de réfléchir à chaque fois que vous entendez parler du vote utile pour expliquer le résultat. D'ailleurs, pour être honnête, j'ai entendu plusieurs sondeurs dire que ce n'était pas ça la vérité. Donc je ne serais pas honnête si je ne le mentionnais pas, parce que je l'ai entendu de certains d'entre eux. Eh bien, dites-vous que c'est une manière de contester le sens politique, le résultat de l'élection. C'est-à-dire d'en faire quelque chose de tellement fragile, de tellement artificiel, qu'au fond, à quoi bon y faire confiance? La confiance dans nos rangs, elle est très importante. C'est pourquoi, si vous le pouvez, essayez de dire autour de vous que non, il y a eu un vote utile, évidemment. Allez, tiens, admettons même qu'il ait été ce que vous voulez. Mais je vais vous dire quand même quelque chose. Avant de pouvoir voter utile, il fallait déjà que ça soit utile. Il fallait donc déjà en avoir fait au moins 20 pour en faire 22. Il avait valu au moins en faire 19 pour pouvoir faire 22. Il y avait au moins un endroit où aller et dire « Tiens, je vais aller avec eux ». Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de malhonnête à ça? J'ai lu qu'on disait « Il faut faire un vote de conviction ». Ah bon? Parce que vous croyez qu'un vote pour l'avenir en commun, ce n'est pas un vote de conviction? Mais bien sûr que si. Et quand on est écologiste, c'est un vote de conviction de voter l'avenir en commun. Et quand on est communiste, c'est un vote de conviction de voter pour le programme dont on a écrit ensemble les 3/4 des pages il y a 10 ans de ça. Bref, c'était un vote de conviction. Mais nous l'avons entraîné parce que nous l'avons bâti, construit par nos efforts. Il ne faut pas le perdre de vue. Alors j'ai vu le plus calamiteux de tout. Certains dire que c'est un vote communautaire. Alors c'est quand même hallucinant de voir ceux qui critiquent tout le temps le communautarisme, tout d'un coup, découvrir que là, il y a un vote communautaire, donc donner une réalité. Mais encore une fois, c'est une manière d'insulter les gens. Les musulmans sont, quant à la religion, musulmans. Et quant à la politique, ils font comme tout le monde, ils réfléchissent, ils ont une idée ou une autre. Des fois, ils s'engueulent aussi, comme tout le monde. Réduire une personne à une seule de ces dimensions est une erreur. Et voyez-vous, ceux qui font du communautarisme politique ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Pour ma part, je n'irai pas jeter de l'huile sur le feu. Mais je sais bien qui a dit qu'il ne fallait pas voter pour nous aux élections régionales. Mais notre rôle à nous tous, c'est de ne pas accepter le réductionnisme religieux. Il peut arriver que dans une circonstance ou une autre, les raisons de foi personnelle qu'on a soient déterminantes dans un vote. Et alors? Et alors? Où est le problème? Il faut bien se décider pour quelque chose, avec une motivation. Mais ce n'est pas le seul moteur de la décision de quelqu'un qui appartient à tel ou tel groupe. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous êtes ouvrier que vous votez pour l'égalitarisme. Le dernier argument, c'est celui qu'il faut bien en trouver. J'ai vu, alors il posait la question à ce pauvre Adrien. Je dis pauvre parce que c'est lui qui encaisse toutes les questions bidons le premier, puis après on note, parce que comme c'est les mêmes partout, ils font le cahier de brouillon sur lui, parce qu'ils se disent, bon, celui-là, il va nous répondre comme c'est prévu. Alors il me dit, comment se fait-il que M. Mélenchon n'ait pas convaincu encore les zones périurbaines? Comment se fait-il que je n'ai pas encore fait 100%? Je me le demande. Je trouve ça très injuste, si c'est ça qu'on veut me faire dire. Enfin, soyons sérieux. Il faut avancer. On avance. J'ai dit pour quelle raison? Dans certains secteurs, parce que l'écoute va être meilleure.
Mais ça suffit avec le périurbain qui serait voué à l'extrême droite. Regardez la carte. Et là, en rouge et en presque rouge, c'est tout ce qui est au-delà de 30%. Ça, là, vous croyez que c'est quoi? Que les grandes métropoles qui sont là? Dans la boucle noire, là. La Bretagne, c'est du périurbain aussi, hein, beaucoup. Le sud-ouest de la frontière italienne, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes à part, le littoral. Et jusqu'aux Pyrénées, comme ça, l'Ariège, c'est quoi? C'est une métropole, l'Ariège? Non, c'est un département. Bien éclaté, c'est toute la montagne en plus. Il n'y a pas idée. Bon, alors, voilà. Regardez, 30% et plus. Alors oui, ça correspond à certaines caractéristiques. Oui, une histoire politique. Oui, c'est vrai, ça compte. Ben oui, l'imaginaire des gens ne dépend pas du nombre d'arbres qu'il y a dans leur jardin. Leur conscience politique ne se mesure pas au nombre de vaches qui passent dans le coin. Si ces pauvres bêtes peuvent encore se balader. Il est construit de plein de choses, une histoire, des relations sociales, un rapport au travail, des formes particulières. Et notamment pour ce qui concerne le rural, je voudrais rappeler que 80% des ruraux ne sont pas chasseurs et 90% ne sont pas des agriculteurs. Et donc, ils font comme les autres. Mais le rural dont je vous parle et que je vous montre dans cette banane-là, dans cet ensemble, ben c'est un endroit où il y a les néo-ruraux. J'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Néo-ruraux, ils sont là depuis 1960. C'est une blague. 2 générations. Combien il en faut pour avoir un certificat de baptême de rural? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est des gens qui ont choisi, ou pas choisi des fois, d'aller vivre dans un milieu. Alors, il y a ceux qui viennent d'arriver, puis il y a ceux qui étaient là avant, puis ceux qui étaient là avant, etc. Bon, bref. Dans ces néo-ruraux, oui, c'est vrai, vous avez beaucoup plus dans cette zone que dans d'autres de gens qui font de l'agriculture bio. Vous n'avez qu'à regarder, ça ne correspond pas aux grandes plaines, où sont l'agriculture intensive. Bon, il y a plein de distinctions de cette nature. Et c'est là que vous avez la plus grande partie de l'agriculture bio. En tout cas, des agriculteurs bio. Donc, s'il vous plaît, je sais bien qu'il faut trouver une raison de gémir et de pleurnicher ou de m'accabler, mais il n'y a pas de problème particulier avec le périurbain. Sinon, il faut qu'on continue à se faire entendre et à gagner du terrain. Voilà, pour ça, il faut convaincre. Et là-dedans, c'est les gens éloignés de tout. Alors, c'est un peu plus compliqué. Et des fois, ils sont éloignés d'une certaine source d'information qui passe par les réseaux sociaux, parce que la carte comporte des zones immenses blanches dans lesquelles l'ordinateur pédale pendant des heures pour arriver à cracher une photo. Vous le savez tous. Eh bien, ça fait partie des difficultés. Moi, j'ai connu les derniers papés qui allaient en vélo distribuer l'unité. Les gens, il n'y avait que ça. Si tu ne l'amenais pas toi, le journal, il ne le voyait pas. Il n'y avait pas d'endroit où le vendre. Chaque génération affronte les difficultés de la communication, de la transmission du message dans les conditions qui sont les siennes. Ça va, quoi, ça a pris 10 ans. Franchement, ça a pris 10 ans de reconstruire un pôle populaire qui a cette puissance et qui est à 22%. C'est pas tant que ça. Ne vous inquiétez pas, on arrive de la fin. Alors, j'en viens au 3e tour. Maintenant que je vous ai bien décrit tout ça, vous comprenez la prémisse numéro 1. Gagne le plus cohérent. Le plus cohérent est celui qui entraîne les autres. C'est ce qui s'est passé au 1er tour de l'élection présidentielle. Plus vous êtes cohérent, plus vous passez de temps à expliquer ce que vous proposez, plutôt qu'à vous chipoter, à vous insulter mutuellement, et plus vous convainquez. Si vous fichez la pagaille, on dit « Pouh, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent ». Ces gens-là, ils sont pas réalistes. Pourquoi ils se fâchent comme ça alors qu'ils défendent telle ou telle chose? Donc, la pagaille, les injures, les invectives ne nous font pas avancer d'1 mètre. Même quand on a raison, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de convaincre. Et donc, c'est la stratégie que nous mettons en partage, l'union populaire. Nous avons un 3e tour. Pour le 3e tour, nous devons embarquer avec nous le plus possible de gens qu'on pensait que ça ne servait à rien le coup d'avant. C'est l'unique but. Le reste, c'est des moyens.
Des contacts informels ont lieu en ce moment. Ce sont des contacts sans exclusive. Ça peut coûter à beaucoup d'entendre sans exclusive, parce que chacun a ses propres détestations. Et nous en partageons quelques-unes assez largement. Mais on ne peut pas avancer comme ça. Ce qui est en train de s'opérer, c'est une clarification. Des tas de gens se disent « Oui, ils ont eu raison, il faut aller au bout, il faut rompre, il faut dire les choses clairement. Ils ont eu raison. » Il faut dire qu'il y en a, il faut qu'ils aient la tête au fond du seau pour arriver à comprendre. Mais il y en a qui comprennent. Nous devons nous comporter différemment, mes amis. Nous ne devons pas penser qu'on règle des comptes. On a perdu si on fait ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça commence. Vous n'avez pas vu l'édito du journal que le quart de ses électeurs ne suivent pas? Pardon, non, les trois quarts, le quart. Il dit, ceux qui veulent aplatir la gueule. Mais nous, on va aplatir la gueule de personne. Ce n'est pas notre but. La volonté hégémonique. Hégémonie de quoi? Parce que vous croyez vous faites envie? Vous croyez qu'on a envie de vous dictatorer et de vous hégémonier? Mais pas du tout, restez entre vous, pelez-vous, comme vous le faites d'habitude. Franchement, ce n'est pas le but. Nous n'avons aucun intérêt de domination. Nous avons un résultat électoral qui suffit. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on entre dans la prochaine bataille aussi groupé qu'on peut l'être pour convaincre, pas pour dire aux gens « Regardez, du fait qu'on est tous d'accord, c'est ça qui va être entraînant. » Et je préfère le dire. Le risque est grand des fois que ça produise l'effet inverse. Quoi? Après tout ce que vous êtes dit, vous remettez d'accord? Les gens ne supportent pas ça, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous lie finalement? Donc je le dis, pour que la campagne qui vient soit efficace, il faut qu'elle soit crédible. Quand j'ai dit que je préférais qu'au moins on me respecte, il me semble que j'ai gagné ce droit, juste d'être respecté. Je ne dis pas acclamer, tout ça, ce n'est pas ce sujet, juste être respecté. Qu'on arrête de faire de moi la caricature d'un ami des dictateurs, compte tenu de ce que sont mes états de service. Juste ça, un peu de respect. Ah, c'est une volonté hégémonique. Alors, bon, on ne peut plus parler. Qu'est-ce que je dois faire pour leur être agréable? Je sais, mais ce n'est pas possible. Ni je m'en vais, ni on change de ligne. Alors donc, pensez pas à ça. Il faut être convaincant. Et tout à l'heure, vous avez applaudi et vous rigoliez. Quand je dis, quand c'est la campagne, qu'est-ce qu'on fait? On fait campagne. Ben là, si on veut gagner le troisième tour, il faut faire campagne. On ne va pas passer des jours et des jours à discuter de je ne sais pas quoi, hein, sans fin, et puis finalement, ben, le train passe, et puis c'est fini. C'est fini. Vous irez bosser 3 ans de plus. Vous continuerez à tirer la langue avec 400, 500 € de moins. Vous aurez votre école saccagée et détruite. Vous aurez l'hôpital dans les... Voilà ce que ça veut dire. On n'est pas en train de s'amuser. On est en train de mener une lutte vitale. Ce pays peut être détruit par les 2 personnes qui prétendent le diriger. C'est pourquoi la formule qu'on a trouvée a été de dire à l'une, on ne veut pas qu'elle prenne le pays, à l'autre, on ne veut pas qu'il garde le pouvoir. Et notre objectif est d'arriver à ce que nous soyons la prochaine majorité. On me dit, est-ce que c'est possible? Ou même certains disent, ah, c'est impossible. Mais on s'en fout, nous. La dernière fois aussi, vous nous avez dit que c'était impossible. Dois-je vous rappeler que jusqu'au mois de janvier, il y avait des gens qui militaient sans arrêt, nuit et jour, pour dire tout est perdu, puisque la gauche est désunie. Caramba, et on se frappait le cœur, et l'on jetait de grosses larmes. Hein? Tout était perdu, puisqu'on était désunis. C'est le contraire. Tout a été emporté, parce qu'on a su maintenir une orientation claire et être groupés. Nous aussi, hein? Et nous aussi, on a des gens, on a plein de camarades très intelligents, capables de dire du mal les uns des autres, hein? On aurait pu, on ne l'a pas fait. Alors on n'a pas envie de passer notre temps à ça. Ce troisième tour, est-ce qu'on peut? Un, l'emporte les plus déterminés, les plus volontaires, les plus regroupés. Nous proposons à tous ceux qui veulent se regrouper de le faire ensemble. Après, débrouillez-vous, la répartition, les machins, les sièges, tout ça, où on va être candidat. Alors j'en profite pour vous dire que ce n'est pas moi qui m'en occupe, donc ce n'est pas la peine de m'écrire. Non, mais parce que c'est incroyable. Les gens qui gueulent que je suis un dictateur m'écrivent pour être nommé. Et puis quoi encore? Il y a une commission. Je ne nomme personne. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pas parce que je suis plus moral que vous, c'est parce que ça me saoule. Et parce que j'ai que des amis.
Alors moi, pour dire non à un copain, ça me coûte. Si quelqu'un d'autre veut bien le faire, je veux bien. Et mais vous aurez la prochaine fois, vous allez voir. Vous allez avoir la liste de ceux qui disent ce n'est pas démocratique, les mêmes qui m'auront envoyé un message pour me dire je veux faire ceci et cela. Tu ne m'as pas donné papa, alors je ne suis pas content, je trépigne. Eh oh, c'est pas une nurserie notre affaire. Hein. Donc j'en profite pour vous le dire, je m'en occupe pas, ne m'écrivez pas. Mais je reviens sur ça, mais c'est rien ça à organiser un accord électoral. Mais ce n'est pas un accord électoral. Nous demandons à ceux qui aujourd'hui sont disposés à s'entendre avec nous. Et je veux saluer ceux qui font des pas. Ce n'est pas ce que vous voyez dans la presse, hein, parce que alors là-dedans, ça décale. À Mathilde, ils lui ont tendu un piège pas possible. Ils lui font une interview. 2 jours après, il y a le gars du PS qui dit autre chose, et après, il collait sur le dos de Mathilde qu'elle ne voulait pas de ceci, elle ne voulait pas de cela. Ce n'est pas honnête de faire ça avec une interview donnée dans d'autres conditions. Je prends l'exemple de Mathilde pour que ça soit dit, parce que c'est un de nos dirigeants de la maison, ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et ainsi de suite, pour en donner d'autres hein, aussi. Alors, en ce moment, ça bouge. Vraiment, je demande qu'on m'entende. Nous n'avons pas de volonté hégémonique, ce n'est pas le sujet. Nous voulons partager une stratégie. Nous ne pouvons pas la partager si on ne s'accorde pas sur le programme. On ne peut pas ne pas dire qu'on va lutter pour la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est clair? C'est pas 62, c'est pas 61 et demi, c'est 60. Point barre. On ne peut pas. Allez négocier avec les gens si vous voulez, mais pas avec nous. Je prends cet exemple. Alors bien sûr, ici, là, il y a des choses qu'on peut voir à voir. Mais comprenez bien que si on commence par faire une liste de 8 pages sur quoi on n'est pas d'accord, on va aller convaincre les gens de quoi après? Ça ne tient pas debout. Et de même, c'est l'Union populaire qui est le cadre dans lequel nous avons avancé jusque-là. On n'a pas dit les insoumis, précisément, pour permettre à tout le monde de prendre sa place. Il y a un parlement de l'Union populaire. Il y a des gens qui sont peut-être devenus insoumis entre, j'ai oublié de leur demander. Je ne vois pas pourquoi j'irai leur demander. Ils sont ce qu'ils veulent bien être. Mais qui sont entrés dans ce Parlement et qui ont pris des risques réputationnels. Parce que ceux qui croient que c'était facile de dire oui, je vais au Parlement de l'Union populaire, c'est qu'ils n'ont pas vécu comme nous les mois qu'on vient de vivre. Hein. Parce que quand vous étiez à l'Union populaire, vous aviez droit à suppôt de Mélenchon, ton gourou, je ne sais pas quoi, enfin, toutes ces conneries. Et des jours et des jours. Et la Russie et le je ne sais pas quoi. Donc les gens, ils ont été courageux. Je pense aussi bien aux syndicalistes, parce que c'est pour eux que c'était le plus compliqué en plus. Parce qu'aux syndicats, il y a de tout. Hein. Mais je pense aussi aux gens de lettres, aux acteurs, aux gens qui sont engagés, qui ont pris, vous savez comme moi ce que ça veut dire, des risques financiers, tout ça. Hein. Donc ces gens ont été courageux. Alors on ne va pas leur demander en plus d'aller signer je ne sais quel accord d'organisation. Donc l'Union populaire est ouverte. On peut marquer qu'il y a une nouvelle étape, moi j'en suis d'accord d'avance. Mais on ne va pas tout enlever. Et à la fin, vous êtes inidentifiable. Parce que, pardon, mais dans la vraie vie, c'est assez simple, hein, comment ça se passe. Vous arrivez, vous dites c'est la gauche. Non, on ne veut plus de Hollande. Non, non, c'est Mélenchon. Ah oui, faites voir. C'est comme ça. Mais c'est pas moi. Mais je vous le dis, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est une marque. Union populaire, tout ça, les têtes dures. Voilà. Donc il faut que tous ceux qui parlent avec nous en admettent l'idée. Ce n'est pas de l'orgueil démesuré. Ce n'est pas une volonté d'hégémonie, ni quoi que ce soit de semblable. C'est la volonté absolue de l'efficacité pour convaincre une masse de 12 millions de personnes qui ne croient plus à rien. Et qu'il s'agit de convaincre. Alors, nous avons une difficulté à surmonter. Tous ceux qui veulent viennent. Ceux qui ne voudront pas, je suppose qu'ils le feront savoir bruyamment, et ça nous créera des inconvénients. Ben, on en a vu d'autres. Parce que ça se fera quand même. D'accord? Je préfère que tout le monde le comprenne bien. Nous allons faire campagne pendant 2 mois en recommençant tout à zéro. Les caravanes, le porte-à-porte, pour redonner la pêche aux gens. Mais je remarque qu'il y a une chose qui a changé par rapport à 2017. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui immédiatement ont dit « on les retrouve aux législatives ». Et c'est normal. Vous avez un deuxième tour d'une élection présidentielle où il y a un tiers des inscrits qui est représenté par les 2 personnes qui parlent. Et en plus, je ne sais pas s'ils se sentent vraiment représentés. Mais bref, un tiers seulement. Donc les 2 autres tiers, ils disent « mais c'est pas possible,
Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment c'est possible qu'on n'ait plus droit à la parole? Plus droit à rien. Vous avez entendu le débat d'hier soir. Pas un seul des thèmes qui nous importent n'était abordé. Alors, on va refaire tout ce boulot-là. Je suis obligé de faire une petite parenthèse d'éducation civique, même si j'étais un peu long. Tant pis. Alors, les gens, je ne demande pas à M. Macron de me nommer Premier ministre. Non, mais parce qu'il y en a qui ont dit... Non, mais je vous jure, hein. Et puis qui m'envoient des messages en mode privé, sur Facebook. Alors vous vous êtes ralliés, vous demandez une bonne place? Ben vas-y, t'as qu'à la faire. Non, non, j'en veux pas aux gens, ils n'ont pas compris. Alors j'explique. J'ai demandé aux Français de m'élire Premier ministre. Quelle est la manière? Comment je fais pour m'élire Premier ministre? Ben, vous élisez des députés de l'Union populaire. Si vous en élisez une majorité, vous aurez un gouvernement d'Union populaire et vous avez un Premier ministre sous la main. Donc, on ne demande qu'au peuple une investiture, pas M. Macron qui sera, comme les autres présidents qui ont été mis en minorité, dans l'obligation politique et morale de choisir le parti le plus important. Deuxième leçon d'instruction civique. Des cohabitations, il y en a déjà eu. Je vous demande d'éviter l'expression cohabitation parce qu'après, ça se mélange dans la tête. C'est une majorité. Il y en a eu en 1986. Non, mais je sais bien, les vieux, ils me disent, mais pourquoi tu parles de tout ça? Ben, justement, parce que en 1986, tout le monde n'y était pas. Hein, d'accord? Bon, il faudrait peut-être s'en rappeler. Alors, je ne vous dis pas qu'il y en a aussi une en 1997. Pour certains, ils faisaient leur première tentative de point fermé, hein, en sortant. Et puis, 1993. Chaque fois qu'il y a une cohabitation, le programme qui s'applique, c'est le programme de celui qui a gagné l'élection législative. À l'élection législative, on élit les députés. Il n'y a pas de honte à expliquer aux gens. Hein, et ce n'est pas du mépris que d'expliquer. C'est au contraire pour bien permettre l'action. Donc, s'il y a une majorité de députés de l'Union populaire, ce qui s'appliquera, c'est la politique de l'Union populaire. Ça a été le cas dans tous les domaines. Le Premier ministre, dans la Constitution de la Ve République, il peut avoir beaucoup de pouvoirs. C'est vrai que le président de la République en a beaucoup. Mais il en a d'autant plus que tous les autres le lui cèdent, que les députés se transforment en Playmobil et que le Premier ministre devient transparent, ou bien que vous arrivez à le confondre avec le garde champêtre. Alors, mais qu'est-ce qui vous prend? Bon, avis à la population. Si on a la majorité de députés, on forme le gouvernement. Tout le monde a bien compris. Les cohabitations existent, le pouvoir du Premier ministre est considérable. L'article 20 de la Constitution, les voilà. Le président nomme les autres membres du gouvernement. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Je sais que ce n'est pas toujours évident quand on voit les titulaires qui conduisent quoi que ce soit. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire. C'est pas rien, hein, c'est les décrets et le reste. Il est responsable de la défense nationale. Là, ça devient un peu plus compliqué, parce que l'autre, il est chef des armées. Eh bien, il est chef des armées, et moi, je serai le responsable de la défense. Il fera bien ce que je lui dirai. Contre ça, des nominations. C'est-à-dire que sur des tas de nominations, il faut 2 signatures, dont celle du Premier ministre. Tu n'as pas la signature du Premier ministre, tu peux signer ce que tu veux. Bon, je vous le présente d'une manière plaisante, hein. Comptez sur moi pour y mettre les formes, le moment venu. Mais c'est pour que ça grave, quoi. Dans l'humour, souvent, les choses marquent plus facilement l'esprit qu'autrement. Alors, je vous ai fait grâce, il y en a 1 page et demie, parce que je me suis déjà procuré la page, pour voir tout ce qu'on pourrait faire. Alors donc là, par exemple, on a gagné l'élection législative, le président de la République, il me dit de venir, de faire Premier ministre, je dis oui, évidemment, on fait le gouvernement avec quelques autres. Bon, eh bien oui, parce que déjà, vous commencez par un homme, alors ça fait 2 hommes à la tête de l'État, il faudrait quand même qu'il y ait des femmes, non, hein? Bon, pour ne donner que cet exemple. Alors, bon, et le lendemain, jour numéro 1, je signe le premier décret, blocage des prix. Le jour numéro 2, parce qu'il faut quand même un peu étaler pour que les gens aient le temps de réaliser. Jour numéro 2, le SMIC à 1 400 €. Et ainsi de suite, comme ça. Toute la liste. Donc ça, le Premier ministre le fait. Le président peut dire, ben moi, je ne suis pas d'accord, j'ai connu un président,
On lui a amené, on lui a dit, ben maintenant, voilà les ordonnances à signer pour privatiser. Ben, elle a dit, ben non, je signe pas. Alors, le Premier ministre, qui était M. Chirac, a été obligé d'aller à l'Assemblée nationale et de faire une loi. Voilà. Alors, le temps que la loi, que ça se discute, que les gens réagissent ou pas. D'ailleurs, ils n'ont pas réagi, comme ça on a été de la revue. Mais voilà comment ça s'est passé. Naturellement, le Parlement joue un grand rôle. Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, il y a ce que vous devez savoir. Tu as un slide là-dessus, ami. D'habitude, tu les mets avant que je parle. Alors, normalement, comme on est là à la sortie, voilà. Non. Qu'est-ce que c'est les autres trucs, là? Oui, voilà, c'est ça. L'Union populaire, aujourd'hui, elle est en tête dans 104 circonscriptions sur 500, je ne sais pas quoi. En tête. Attention. En tête, ça ne veut pas dire que tu as gagné, hein, mais tu es en tête, donc tu es au deuxième tour. Deuxièmement, l'Union populaire est au second tour dans 423 circonscriptions. Et elle réunit aujourd'hui 1 500 000 voix de plus que ce que n'a eu M. Macron aux législatives de 2017. Donc, sur le papier, la réserve existe. Qui va gagner? Celui qui mobilise le mieux. Et vous aurez, si nous réussissons à être unis, ça va y arriver. Ça va éviter ici et là un petit peu de dispersion, le petit point qui vous manque. La dernière fois de cette pouillée avec les communistes, ça a coûté 45 deuxième tour. On peut faire mieux, non? Bon. Donc on va essayer de faire mieux. Et puis, ça peut nous donner la possibilité de passer la marche. Mais pourquoi? Parce que nous, on serait les plus dynamiques, nous, on serait les plus volontaires, nous, on va aller chercher les gens au porte-à-porte. On va demander aux 2000 délégués d'immeubles qui se sont déclarés pendant la campagne des présidentielles de reprendre le boulot. Mais les autres, c'est pas sûr qu'ils soient tous d'accord. Je ne veux pas leur donner des idées, hein. Mais disons que j'ai cru comprendre que LR, c'est-à-dire les Républicains, Mme Pécresse, et les macronistes, n'avaient pas l'intention de s'entendre pour les élections législatives. Mais à la bonne heure que chacun vive sa vie. Il doit bien rester une droite républicaine quand même dans ce pays, pas libérale. Moi, je suis pour qu'on l'entende. Et puis, j'ai lu que les Zemmouriens et les Le Penistes se disputaient. Les uns disent qu'il faut jeter tout le monde à la mer, les autres seulement les musulmans. Et il y a là une divergence sur le fond. Eh bien, il faut qu'ils l'expriment devant les électeurs. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils allaient le faire. Alors, très bien. Très bien, la démocratie va être plus vivifiée par tout ça. Je vous le présente, je m'arrête parce que les bons mots, vous savez, ma langue m'a coûté cher dans la vie, hein. Donc il est temps que j'arrête. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si on commence par vous dire que ce n'est pas possible, et que vous commencez par dire « Ah ben oui », alors c'est clair qu'on a perdu. Mais la victoire, elle est là, elle est au bout des doigts. Dans les chiffres, il n'y a rien qui interdit la possibilité de cette victoire. Rien. Alors, entre les chiffres et la réalité, je sais bien qu'il y a un espace. Cet espace, il dépend aussi de nous. Je pense que dès que la présidentielle va être terminée, je vais à nouveau prendre cher. Pour l'instant, je bénéficie d'un état de grâce médiatique, donc je sais bien qu'il ne durera pas. Et donc, une fois que la présidentielle va être terminée, j'aurai droit comme la dernière fois. Boum, 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 boum. Mais vous êtes prévenus, à mon avis, ça ne sert plus à rien. Plus il me tape dessus, plus les gens se disent, il y a du bon chez ce garçon pour mériter tellement d'inimitié. Ces choses, nous pouvons les faire. Maintenant, le dernier cadre. Réfléchissez-y. Je vous ai dit au début, c'est une séquence à l'intérieur d'événements qui se déroulent. Ces événements qui se déroulent, c'est la crise du capitalisme financier mondial, qui voit ses chaînes de distribution se paralyser d'endroit en endroit. C'est la crise climatique qui disloque et disloquera toujours plus et désarticulera toujours plus les peuples et les nations. Ça, c'est du très proche. Arrivent devant nous les conséquences de la sécheresse dans les pays du Maghreb. L'importance qu'il y a pour nous, nos familles, je dis nos familles, étant dans le Maghreb, de ne pas les abandonner à la difficulté que va être le fait de ne pas pouvoir disposer des céréales dont il y a besoin. 20% du blé algérien vient de France.
Eh bien, nous pouvons, par exemple, avec les Algériens, passer un bon accord pour qu'ils aient les céréales dont ils ont besoin à des prix qui ne soient pas l'esprit de la spéculation. Donc, si je gouverne ce pays, non seulement je bloquerai les prix, mais je bloquerai aussi les stocks, de manière à ce qu'on puisse être certain de disposer pour la France et pour ses proches amis avec qui elle vit en commun des céréales dont on a besoin pour l'alimentation. Je prends cet exemple parce que cette crise pourrait être devant nous. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se préparer ou pas, ça fait déjà 10 fois que je leur dis de le faire. Il y a d'autres crises qui arrivent. Vous savez que nous avons un nombre extrêmement important de réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. Je crois que c'est quelque chose comme 27, je ne sais pas si c'est 27 ou 17, tant pis pour ma fiche. Et qu'il y en a encore 4 qui le sont pour des causes de corrosion de la machine. Par conséquent, je croise les doigts que tout ça ne finisse pas mal. En attendant, la première des conséquences, c'est qu'il va falloir s'approvisionner à partir du marché européen. Et qu'évidemment, ça soulève toutes sortes de difficultés, qui est le prix de l'électricité au niveau européen, qui est le prix de l'usine qui marche le moins bien, pour que le marché ne soit pas faussé. Je ne sais pas si vous suivez, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Les mêmes ont été incapables d'imposer un prix de gros de l'essence, alors que s'ils l'avaient fait, personne ne pouvait tenir tête au marché européen de 450 millions de personnes. On aurait nous-mêmes fixé le prix en disant aux autres, là, s'ils ne veulent pas nous en vendre, vous ne voulez pas nous en vendre, ben, très bien, garde-le pour vous, on ira à bicyclette. On va voir qui va craquer le premier. Les gens raisonnables sont raisonnables au début. Ils disent, bon, ok, on va s'entendre, on parle. Tous ces problèmes, ils arrivent. Là, j'en ai pris 2 ou 3. La course entre l'inflation et le salaire, pour ceux qui ont mon âge ou ceux qui ont 60 ou 50, vous avez tous connu ça dans le passé. Vous ne pouvez pas accepter de voir votre paye s'en aller à coût de 4-5% par an, alors que vous étiez déjà à peine à 1 qui ne rattrapait pas. Bon, bref, l'inflation. Donc ça, c'est un puissant accélérateur de la lutte pour la répartition des richesses. Par conséquent, je vous le redis, ce dont nous parlons, ce n'est pas d'une compétition de communicants, ce n'est pas d'une compétition de slogans, ni même de personnes. C'est la confrontation des intérêts qui sont différents pour obtenir un résultat. Et ce résultat, il peut venir à nous à portée de main. Notre immense responsabilité étant la première force, et de très loin, et d'endosser cette responsabilité, de l'assumer, d'accepter quelque chose qui finalement sont assez dérisoires par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. En tout cas, soyez sûrs d'une chose, on a 2 mois de campagne devant nous. Ça va, on a déjà fait 18, on peut bien en faire 2 de plus. Et puis ceux qui sont arrivés les derniers, ben vous courez devant les premiers. Parce que les autres, on va à notre rythme avec tout ce qu'on a porté comme sac. Je termine en adressant un immense merci à tous ceux d'entre vous, parfois dans des tâches ingrates et peu visibles, mais qui ont été déterminants pour la conduite de cette campagne. À tous mes compagnons, camarades du groupe, et à tous les autres dans le mouvement, dans le Parlement. Et peut-être que pour les remercier tous, je vous propose qu'on applaudisse le chef d'orchestre, Manuel Bompard, directeur de la campagne. Alors, c'est un peu injuste pour tous les autres, hein, parce que pour ce qui a été de la galère, j'aime mieux vous dire qu'elle a été bien répartie. Mais c'était normal qu'on le fasse, je pense que ça lui fera plaisir, comme à tous les autres qui se sentiront directement visés. J'ai devant moi ma présidente de groupe, qui elle aussi a pris une grosse part sur elle-même, Mathilde Panot, il y a d'autres copains. Il y a Bernard Pignerol qui est là-bas. Il y a lui là, Prud'homme, qui a fait le boulot. Christian qui est là, qui a fait l'international, tous les autres. Les copains que vous ne voyez pas, elle là, mon matériel, je les reconnais à la vue comme ça. Ceux qui se tapent de garder la porte là, en ce moment, au lieu d'être là avec nous pour faire le bonheur. Hein. C'est notre immense force. Voilà. Quant à moi, j'espère que vous êtes rassurés. Je vais bien et je compte vous en faire bénéficier tous.